La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 16 juin 2025 et ça s'appelle La Fed revient dans le jeu. Le durcissement du conflit entre Israël et l'Iran a fait grimper la prime de risque sur les places financières. Les marchés actions ont accusé le coup vendredi et le pétrole a bondi, mais les investisseurs n'ont pas été pris de panique pour autant. Il n'empêche, la situation est plus complexe qu'elle ne l'était quelques jours plus tôt. Cette semaine, de nombreuses banques centrales doivent se prononcer, mais c'est la Fed américaine, une fois de plus, qui captera toute l'attention mercredi soir. Donc pour démarrer la semaine, on va parler un petit peu de géopolitique, d'agenda macro et des dernières infos des sociétés cotées. On démarre avec la géopo. Le conflit larvé entre Israël et l'Iran s'est transformé en fin de semaine dernière en un affrontement plus direct, mais toujours à distance. L'État hébreu utilise sa supériorité aérienne pour bombarder intensivement le territoire de son ennemi, tandis que Téhéran réplique avec des attaques de missiles et de drones. Alors pour les personnes qui ne sont pas tellement familières avec la géographie du Moyen-Orient, l'affrontement distanciel s'explique par la présence d'au moins 2 frontières tierces entre les belligérants. Par exemple, on a la Turquie et la Syrie au nord, ou l'Irak et la Jordanie au centre. L'objectif d'Israël est manifestement d'annihiler le programme nucléaire iranien, voire de faire chuter le régime local. Quant à la position des États-Unis, elle est relativement passive, mais Washington laisse son allié mener ses opérations comme il l'entend. Sur les marchés financiers, cette escalade a fait monter les cours du pétrole, mais cela dit, au cours du week-end, le baril n'a pas renforcé les gains initiaux qu'il avait portés grosso modo de la zone des 65 à la zone des 75 $ la semaine dernière. Autre conséquence, les indices boursiers ont piqué du nez vendredi, suffisamment pour faire basculer la performance hebdomadaire dans le rouge du côté de Wall Street. Le S&P 500 en a fait perdu 1,1% sur la séance, ce qui a amené sa perte hebdo à moins 0,4%. Du côté de l'Europe, on a perdu 0,9% sur le Stoxx Europe 600 sur la séance et 1,6% sur la semaine. Les investisseurs ont davantage misé sur les valeurs défensives et sur le secteur du pétrole et du gaz, c'est assez logique, la semaine dernière. L'indice de la peur, le VIX, lui, il a repris un petit peu d'altitude, mais sans bondir pour autant, ce qui veut dire que les investisseurs sont un petit peu crispés, mais qu'ils ont réagi avec un certain flegme. Les phases de tension récentes entre Israël et l'Iran, je le rappelle, se sont soldées par une désescalade progressive, et si cet épisode est le plus intense des dernières années, il n'est pas considéré à ce stade comme susceptible d'embraser la région. En effet, la géopolitique du Moyen-Orient a quand même pas mal évolué ces 20 dernières années, et les alliances naturelles post-Seconde Guerre mondiale ont été remplacées par des intérêts économiques convergents entre des capitales qui étaient autrefois ouvertement hostiles entre elles. Dans le reste de l'actu financière, la Chine a publié cette nuit des ventes de détail bien plus dynamiques que prévu en mai, tandis que la production industrielle a légèrement moins progressé que ce que prévoyaient les économistes. C'est plutôt de bonnes statistiques, mais elles sont assombries par une poursuite de la glissade des prix immobiliers. L'immobilier qui n'est pas le moindre des problèmes de Pékin, qui ne parvient toujours pas à redresser un secteur qui pèse encore très lourd dans l'économie locale. Je le disais en préambule, les investisseurs attendent surtout la décision de la Banque centrale américaine. Elle doit la rendre mercredi soir. Ça servira de matrice estivale au marché. Dans les faits, la Fed ne modifiera pas ses taux actuels, qui sont entre 4,25 et 4,50%, et ça c'est une quasi-certitude. Le président de l'institution, Jérôme Powell, se livrera à l'exercice d'équilibriste habituel mercredi soir lors de la conférence de présentation de la décision, ne rien promettre et tout suggérer. Les financiers espèrent quand même que le tout suggéré laissera l'espoir d'une baisse de taux lors de la réunion prévue en septembre. Ce serait le premier assouplissement depuis celui qui a eu lieu en décembre 2024. Mercredi, la Fed mettra aussi à jour ses prévisions économiques comme elle le fait une fois par trimestre et ça va apporter de nouveaux éléments prospectifs aux prévisionnistes de tout poil. Parmi les autres infos qu'il ne fallait pas rater pour bien commencer la semaine, Donald Trump aurait opposé son veto à un plan israélien visant à assassiner le guide suprême iranien. Ça, c'est une info des responsables américains qui n'a pas été confirmée. Les dirigeants du G7 ont démarré dimanche une réunion au Canada dans un contexte de division croissante avec les États-Unis sur la politique étrangère et la politique commerciale. Emmanuel Macron s'est lui rendu au Groenland pour manifester la solidarité européenne après les menaces d'annexion par les États-Unis. Du côté de Taïwan, on a ajouté les entreprises chinoises Huawei et SMIC à la liste de contrôle des exportations. Enfin, on parle agenda macro précisément, avec donc beaucoup de banques centrales. Mardi, la Banque du Japon lancera les hostilités avec un probable statu quo sur ses taux. La Banque de Suède suivra mercredi avec un consensus sur une baisse de taux de 25 points de base. La Fed donc mercredi soir qui devrait annoncer un statu quo. On aura ensuite la Banque nationale suisse qui devrait réduire ses taux de 25 points de base et peut-être même de 50 points de base. Ça c'est un petit peu
la surprise de la semaine. Et on aura aussi la Banque d'Angleterre qui devrait annoncer un statu quo, ça c'est prévu jeudi. Parmi les autres stats macro d'intérêt, l'indice ZOO du sentiment économique allemand sera annoncé demain et les ventes de détail US du mois de mai mercredi. En Asie-Pacifique ce matin, les places chinoises et australiennes sont à l'équilibre pour démarrer la semaine, tandis que le vert est plutôt dominant ailleurs. Le Japon prend 0,7%, la Corée du Sud 1,1%, l'Inde 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers, tandis que les contrats à terme de Wall Street regardent plutôt vers le haut ce matin. Côté actu des sociétés, on a une grosse news sur Renault. Luca de Meo, qui a redressé le groupe depuis 5 ans, devrait partir prendre les rênes de Kering. Airbus serait proche d'un accord pour vendre des A220 à la compagnie aérienne polonaise LOT. Biomérieux renforce ses capacités de séquençage avec l'acquisition de la société Day Zero Diagnostics. La société 4 décembre a exercé l'option d'achat portant sur 10,6% du capital de PC Group. L'actionnaire principal d'Altamir a déposé son OPA simplifié à 28,50€ par action. Figeac Aero a signé un nouvel accord de sous-traitance avec Boeing. On a aussi des actus du côté de CGDIM, d'Exail, de Safe Orthopedics, d'Oakwind ou encore d'Unibel. Ailleurs en Europe, Mediobanca reporte au 25 septembre le vote de ses actionnaires sur Banca Generali. Spectris annonce que son conseil d'administration a rejeté l'offre de rachat de KKR. Telefonica vend sa filiale équatorienne pour 330 millions d'euros. DSM Firmenich et Honeywell règlent une querelle sur des brevets. Scatec annonce la signature d'un contrat d'achat d'électricité pour un gros projet éolien terrestre de 900 MW en Égypte. Et Roche cesse le traitement de certains patients atteints de la dystrophie du chêne. En Amérique du Nord, Brookfield conclut un accord pour racheter le fournisseur d'accès Internet Hotwire pour environ 7 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Bunge annonce avoir reçu le feu vert chinois pour l'acquisition de Vitera. Sarepta signale un deuxième cas de décès par insuffisance hépatique après son traitement par thérapie génique. Google propose de créer un podcast IA à partir de résultats de recherche. Victoria's Secret subit une pression croissante de la part de l'investisseur activiste Barrington Capital Group, selon le Wall Street Journal encore une fois. Et Leonard Lauder, le président d'honneur d'Estée Lauder, passe l'arme à gauche à l'âge de 92 ans. Dans le reste du monde, ADNOC lance une OPA amicale à 18,7 milliards de dollars sur le producteur australien de GNL Santos. Le PDG de Nissan révèle que le japonais va encore réduire ses parts dans Renault. Et Donald Trump approuve l'acquisition de US Steel par Nippon Steel. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.